tu es sur le point de regarder une vidéo d'éducation populaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à EducPop. N'hésite pas non plus à la commenter et à la liker. Oublie pas non plus que l'on a un Tipeee si tu veux nous faire un petit don. Bon visionnage. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bon appétit à certains et certaines d'entre vous. Quand on fait une conférence gesticulée, il faut avoir des objets qui nous rassurent sur scène. Du coup, lors de ma première conférence gesticulée, je jouais avec un PowerPoint parce que j'avais toujours joué avec un PowerPoint. Enfin, toujours fait des conférences avec des PowerPoint, donc ça me rassurait d'avoir un PowerPoint. Là, je l'ai remplacé par une série de petites cartes que peut-être je regarderai rapidement au fur et à mesure de cette première tentative. Et puis surtout par mes baskets, au cas où je peux partir en courant. C'est vachement rassurant. Non, parce qu'en fait, j'aime bien courir. Je cours pas mal depuis, finalement surtout depuis 2 ans. Avant, je courais un peu comme ça, et ça, c'est les dernières chaussures que j'ai achetées à Decathlon, parce que c'est censé être flexible, pas trop structurant pour le pied, avec un drop assez faible. C'est-à-dire une différence entre la hauteur du talon et la hauteur de l'avant du pied. Et comme je cours beaucoup, je les ai achetés en octobre, j'ai couru 3 fois avec. Je voulais des chaussures comme ça. Non, en fait, je cours surtout pieds nus. Enfin, pieds nus ou presque pieds nus. Avec des chaussures minimalistes, et ça c'est utile quand je vais en montagne en fait. Du coup j'ai couru hier parce que je suis allé sur un chemin. J'avais couru une première fois pour les essayer, et puis j'ai couru avec quand j'ai fait la Saint-Élion, une course de Saint-Étienne à Lyon qui fait 72 km. 67. Comment 67. Non, 72 l'année où je l'ai faite. C'est toujours la même course. On la court dans un sens ou dans l'autre. Ça fait 67. J'ai le t-shirt qui est écrit 72. Et l'année qui vient, elle fait 80. Parce qu'il l'augmente. C'est le principe du crash test. Non, là, c'est le coup. Quand on fait 72 km, on se souvient de tous les kilomètres. Ça s'écarte. Ça fait 35 minutes. Bon, il va falloir accélérer. Non, on se souvient bien des derniers kilomètres et on sait à combien on en est. Et on sait que quand on est à 67, il en reste encore 5, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est génial. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment un bien fou de courir, de me mettre à courir. Ça libère, et puis quand on court 72 bornes, au bout d'un moment, on pense plus à rien, on est concentré juste sur son corps, à l'écouter. Si ça fait mal, on lui dit de se taire un peu, et puis qu'on peut continuer, et puis c'est hyper méthodique. Il faut boire tous les quarts d'heure, parce que sinon l'eau elle gèle en fait. On part le 2 décembre à minuit, et moi je suis arrivé 11 heures plus tard à peu près. Et si on ne boit pas tous les quarts d'heure, l'eau dans le tuyau elle gèle. Et puis il faut manger toutes les demi-heures. Si on ne mange pas toutes les demi-heures, on a vite une fringale et on n'est pas bien et tout ça. Et en fait, voilà, ça se passe super bien. J'étais pas très entraîné, mais je suis arrivé à l'arrivée hyper content, hyper bien, avec même des larmes en fait presque de je sais pas quoi. D'être heureux. Alors après on me dit oui, ce serait pas facile pour tout le monde pareil. Moi je disais j'étais pas trop entraîné. Oui, c'est sûr, je pense que effectivement on n'est pas tous égaux face au fait de courir comme ça 72 bornes, et on peut pas dire ça, et je le vois bien avec mon frère qui s'est entraîné à peu près autant que moi, et puis qui peut mettre 4 heures de moins que moi et deuxième dans sa catégorie parce que lui il a des vraies prédispositions. Alors moi par rapport à lui, j'ai toujours l'impression de pas du tout être quelqu'un de sportif ou de spécialement physique ou quoi. Après, en fait, par rapport à d'autres, moi aussi, en fait, c'est plus simple pour moi que pour pas mal d'autres de courir 72 bornes du jour au lendemain. Mais
Ouais, si je me suis mis à courir pas mal ces 2 dernières années, c'est aussi parce que finalement au boulot c'était pas facile. Je suis agronome, je travaille à la Confédération paysanne. En tout cas je travaillais. Je les ai rejoints en janvier 2015 sur un poste, pour vous l'écrire assez facilement, qui est à peu près l'équivalent d'un poste d'attaché parlementaire, mais pour des élus syndicaux. Donc en gros, je prépare les dossiers pour les élus, pour qu'ils aillent les défendre, et je m'occupais de choses assez intéressantes, en tout cas qui m'avaient vraiment motivé à aller bosser pour eux, et qui me motivaient vraiment sur l'installation des jeunes en agriculture, sur l'agriculture biologique, pour lequel on avait un vrai projet de positionner le syndicat sur ces questions. Et parce que c'est toujours un peu compliqué à la conf de parler de labels ou de parler de choses comme ça. Et puis sur tout ce qui est relocalisation, les normes en agriculture, préparer la commission parlementaire sur les normes en agriculture et sur comment on fait en sorte de permettre la production de nourriture paysanne, tout sans être contraint par l'agro-industrie. Puis voilà, puis d'autres groupes, le groupe jeune dans la conf, le groupe femmes aussi, c'est moi qui animais ce groupe-là. Et ça leur posait pas de problème, confédérés. Et puis un jour on arrive et on me dit t'arrêtes tout. T'arrêtes tout et tu vas parler d'alimentation. Bon, dans le tout, il y avait aussi les trucs que je faisais annexes. Par exemple, on préparait l'AG social de la conf et on avait fait une réunion de travail où on avait invité Réseau Salariat et puis finalement c'était Bernard qui est là et puis Laura qui était venue et on avait travaillé un petit peu sur comment est-ce que la notion de salaire à vie ça peut percoler un peu dans le syndicat, parce que t'arrêtes ça aussi. Et tu vas parler d'alimentation, d'assiette quoi, chapeau. Ça va falloir m'expliquer un peu pourquoi, comment, enfin je sais pas, c'était hyper dur pour moi, j'étais investi dans ce que je faisais vraiment. Je pense que je suis quelqu'un d'assez fidèle au final, quand on me demande quelque chose, je m'y engage, je donne. Et là, tout arrêter, c'était un peu dur. Et le paysan qui était derrière tout ça, Manu, donc ça c'était en janvier-février 2016, qui me dit, en fait c'est simple, l'agriculture c'est une fonction économique de production de denrées agricoles et en fait la finalité de l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est nourrir les gens. Et voir les choses uniquement, enfin un des enjeux de l'économie libérale, c'est de nous faire croire que l'objectif d'une activité économique c'est de produire. Et si on veut sortir l'agriculture du libéralisme, il faut penser l'agriculture par sa finalité alimentaire. Il faut travailler qu'est-ce que veut la société, quelle est la finalité du secteur de production agricole en construisant démocratiquement la demande sociale en fait en agriculture, en produits alimentaires, pour que le monde agricole y réponde et qu'il réponde à une fonction sociale et non à chercher à produire sur un marché. C'est parler d'alimentation et parler de politique alimentaire, c'est comme ça qu'on sortira l'agriculture du libéralisme. Moi je dis d'accord. Ça me va, on se lance, c'est parti. C'est parti pour 1 an. Tant pis pour Bernard Friot, on verra plus tard. Et puis faut y aller et c'est une riche année quoi. C'est une riche année avec une ambition assez forte. Mon boulot c'est de faire converger différentes ONG derrière ce travail-là, de militer pour une PAC avec 2A, une politique agricole et alimentaire commune. Derrière cette idée-là, quoi, de casser, de sortir l'agriculture du marché et de travailler à l'élaboration de la demande alimentaire sociale pour que l'agriculture ait fonction d'y répondre et pas de produire sur un marché pour que des acteurs économiques fassent du fric, quoi. Et du coup, on se lance
on prépare de la documentation, on prend des stagiaires et des consultants pour faire des études, pour caler un peu notre truc. Et mon boulot, c'est de voir avec différentes ONG agricoles et environnementales si elles veulent bien se lancer avec nous, quoi, et lancer le truc. On part à Berlin voir une manif qui s'appelle Wir haben es satt. On en a marre, ça veut dire. C'est une manifestation qui se fait pendant l'équivalent, la Grünwoche, et l'équivalent du salon de l'agriculture en France. Et en fait, à ce moment-là, ils font une manif, ils mettent 50 000 personnes dans la rue, et ils disent merde à l'agro-industrie, quoi. Et l'objectif, notamment, c'est ça, quoi, c'est de créer un mouvement social en France pour dire merde à l'agriculture industrielle, c'est d'aller plus loin dans la tentative de la Confédération paysanne autour de la ferme des 1000 vaches, de critiquer l'industrialisation de l'agriculture et d'avancer. Et donc on fait le boulot, on essaie de concilier tout le monde. En même temps, on tombe sur des travaux de certaines ONG hyper intéressants, dont je reparlerai un peu plus tard. Et on arrive en janvier 2017 où c'est le moment de lancer la campagne, tout est prêt, et là on dit stop, on arrête tout. On est là pour parler aux paysans, on ne va pas parler d'agriculture, on va arrêter de parler aux citoyens. Mathieu, tu reprends tes petites activités que tu faisais avant. Je ne détaillerai pas exactement ce qui se joue en dessous, mais c'est très en dessous de la ceinture et très insupportable à entendre. Et là, derrière, je suis au placard complet, c'est-à-dire qu'il y a Macron qui arrive, qui lance les états généraux de l'alimentation, et en fait, moi je suis pas dessus, quoi. Enfin, clairement, c'est d'autres collègues qui sont dessus. Et alors qu'il y a tout ce travail de continuité, quoi, du monde agricole et des ONG qui s'unissent et qui se met en place pour essayer de lutter contre ça, qui ont des débats plutôt intéressants, une transcription dans la loi extrêmement faible, telle qu'on pouvait s'y attendre, mais là n'est pas la question, quoi. C'est surtout qu'à un moment donné, le syndicat de paysans, sous l'aune de certaines personnes, décide de dire que l'alimentation, c'est un peu la version officielle, c'est ça, quoi. C'est un peu le projet des citoyens. Nous, on est des agriculteurs, on va parler aux paysans. En janvier 2019, il y a les élections chambres, il faut parler aux paysans. Donc, on ne s'occupe plus d'alimentation, on oublie. Pendant ce temps, moi, mon taf, l'année qui venait, ça avait été aussi de convaincre, quoi, dans le syndicat, de préparer en tout cas les outils pour convaincre de l'importance de s'intéresser à la question alimentaire. Et ça avait beaucoup intéressé. Certains avaient vraiment dit à un moment donné, c'est la première fois depuis 87 et la définition du projet de la conf qu'il y a un nouvel axiome qui arrive et quelque chose de vraiment différent qui n'était pas là avant, qui vient enrichir le projet de la conf. Bon, peut-être que la question n'est pas définitivement enterrée, peut-être qu'il s'agit juste d'attendre janvier 2019 que les élections soient passées, que certaines personnes partent et puis qu'on puisse faire autre chose. Mais toujours est-il que moi je suis parti, pas très loin, je suis allé à la FADER, qui est l'organisme de développement de la conf, et dans lequel j'ai un boulot un peu plus technique, un peu moins politique, un peu moins exposé. Je garde certains dossiers et ça me permet de faire des choses quand même très intéressantes. Mais sur cette question alimentaire, en fait, je m'y suis hyper impliqué et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et si j'ai envie de faire une deuxième conférence gesticulaire, alors que j'en ai déjà fait une première, c'est aussi pour porter ça, c'est aussi parce que j'ai cette idée-là que la pertinence de lancer ce mouvement social-là, à un moment donné, elle était réelle, et elle l'est toujours, et elle l'est d'autant plus qu'on sort des états généraux de l'alimentation et que la société civile s'est beaucoup posé de questions à propos de ce sujet-là, a débattu, s'est rapproché, et qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a quelque chose à faire de tout ça. Et avec un groupe de copains avec lesquels je travaille, toujours dans la même association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, mais là plus dans un groupe entre agronomes où on est entre nous, on a tous des métiers et des employeurs différents, mais on se regroupe dans une tâche, et notre projet associatif cite la charte Amiens du syndicalisme dans la deuxième besogne du syndicalisme, qui est de travailler
enfin, la première besogne du syndicalisme qui est d'améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les entreprises, et la deuxième qui est de transformer le métier et le secteur d'activité dans lequel on est. Donc on se reconnaît de cette deuxième besogne-là, et de dire bah, aujourd'hui on a envie de militer pour un autre fonctionnement des politiques agricoles et alimentaires aussi. Et donc on le fait, et donc cette conférence s'inscrit un peu dans ce cadre-là. Cette assiette, je ne sais pas si vous savez, depuis quand on mange dans des assiettes en France? Si vous avez une idée. On a toujours mangé dans des assiettes. 17e. Ça dépend qui. Ouais, 17e, ouais. Ouais, 17e. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est quoi? L'idée, c'est de dire que, en fait, quand il n'y a pas d'assiette, bah, il y a une table avec des plats. Puis les gens, souvent, ont une planche. Bon, ça revient un peu à une assiette à propos du support, mais l'idée, c'est que bah, on se sert dans les plats, on le met sur sa planche et puis on mange. L'idée de l'assiette, c'est créé par la noblesse au XVIIe siècle, parce que la bourgeoisie prend vachement de pouvoir économique et commence à venir tatiller un peu la noblesse sur sa capacité à faire la fête aussi, à organiser des choses. Et donc la noblesse, d'un point de vue extrêmement réactionnaire et protecteur et cherchant à exclure la bourgeoisie de ses fêtes, va créer l'assiette pour symboliser, en fait, si tu as une assiette, c'est que tu as le droit de siéger à table. Et va mettre autant d'assiettes que de personnes de la noblesse invitées à la réception, afin d'exclure toute une autre catégorie de la population qui est invitée dans ces fêtes-là, du repas de la table. Et c'est pas rien d'exclure quelqu'un d'une table. On le retrouve dans beaucoup de civilisations. On le retrouve chez les Grecs, ou on le retrouve même au moment de la Révolution, où en fait, faire société, ça se passe autour de la table. Il y a certaines cités grecques qui interdisaient le soir de prendre le repas chez soi. C'est-à-dire que si vous vouliez être citoyen grec, alors bien sûr, c'était que des hommes, et les femmes et les esclaves faisaient à manger, mais en tout cas, être citoyen, ça voulait dire prendre son repas le soir avec les autres pour discuter des questions de la cité, et il y avait interdiction de manger seul chez soi. Et après, la tradition des banquets révolutionnaires, c'est que pendant la Révolution, on installait des tables le soir où chacun était dans ses occupations durant la journée, et le soir, on faisait des banquets dans la rue pour discuter ensemble de la suite, et tout le monde avait accès à ces tables-là. Et en fait, politique et alimentation ont été pendant très longtemps reliés, très fortement, et la création de l'assiette, au final, c'est vraiment symboliquement quelque chose de politique très fort, d'exclusion, de dire qui est-ce qui a le droit de siéger à table et qui est-ce qui en est ailleurs. Quand j'ai commencé à... Ça je l'ai lu, du coup, pendant que je m'intéressais à l'alimentation, ça vient de Paul Ariès, de seule référence, je pense que je citerai ce soir, qui écrit un gros bouquin sur une histoire politique de l'alimentation, qui est un peu ses premiers travaux, puis après il est parti sur autre chose, et il n'y a pas longtemps, il a tout remis dans un gros bouquin où il raconte pas mal d'expériences comme ça, des peuples à travers les âges, autour de l'instrumentalisation de l'alimentation comme fonction symbolique de démonstration du pouvoir, et en même temps comme réel pouvoir pour asservir une partie du peuple ou autre. Et du coup, moi, dans mon boulot, pour chercher à convaincre les paysans d'abord de l'importance de s'intéresser à la question des politiques alimentaires et de dépasser la question des politiques agricoles pour transformer le monde agricole, on a beaucoup attaqué la notion de dualité des modèles agricoles et alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, dualité des modèles agricoles et alimentaires? Ça veut dire que à partir des années 2000, globalement, les mouvements alternatifs agricoles et la Confédération paysanne en partie ont promu tout ce qui va être circuit court, AMAP et autres, avec une vision, paysans, vous vous en sortez pas. Si vous voulez réussir à avoir une valeur ajoutée de votre travail,
transformez et vendez en direct aux producteurs, vous court-circuitez la grande distribution et vous apportez aux consommateurs des produits qui vont être de bonne qualité, en tout cas vous essayez qu'ils le soient, et puis grâce auquel vous réussirez à vous tirer un salaire. Et donc c'est le principe, quoi, et ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'il y a ce mouvement-là. Il y a une deuxième voie aussi de dualisation du modèle agricole, enfin les deux sont dans la même voie un peu élitiste, qui est, la deuxième c'est les labels, et notamment le bio, qui va prendre énormément d'essor et qui explose avec des croissances à 2 chiffres chaque année, en disant, ben oui, à un moment donné, on passe par, on s'émancipe de toute une partie des inventions de l'agriculture industrielle et du chimique pour produire, on labellise, on reconnaît, et il se trouve que le marché étant en extrême déséquilibre, avec beaucoup moins d'offres que de demandes, globalement les paysans réussissent à s'en sortir. Et encore, c'est pas gagné, c'est pas du tout parce qu'il y a un déséquilibre entre offre et demande que ça marche. À partir du moment, dans les filières où les industriels ont mis la main dessus, les paysans sont quand même extrêmement limites. Et on le voit par exemple dans le lait, où on a Biolay, qui est un acteur économique très fort, une grosse coopérative de producteurs qui réussit à maintenir, en ayant, par une coopérative de producteurs, en détenant 30% du marché du lait bio, réussit à maintenir des prix assez élevés et assez rémunérateurs pour les paysans qui sont en lait bio, alors que dans beaucoup d'autres filières, avec des équilibres d'offres et de demandes à peu près similaires, très déséquilibrés, avec beaucoup plus de demandes que d'offres, c'est beaucoup plus dur pour les paysans de vivre. Et donc on a ces deux façons, quoi, ces deux stratégies individuelles de réussir pour les paysans à s'en sortir. Et à côté de ça, on a une production industrielle qui est de plus en plus remise en cause. Et notamment sur ses conséquences sur la santé des gens. On a par exemple aujourd'hui des écrits très clairs qui montrent que manger plus de 2 œufs par semaine, c'est déconseillé. En fait, c'est déconseillé si vous ne mangez pas des œufs plein air, globalement. C'est-à-dire que des œufs industriels vont avoir un rapport oméga 3 sur oméga 6 extrêmement mauvais, et du coup, vous apportez énormément de cholestérol. Alors que des œufs de poules élevés en plein air, pas le plein air qui est écrit sur les boîtes que vous achetez en grande distribution, où en fait, ça c'est... on assure que les poules ont accès à l'extérieur, sauf qu'on travaille sur des usines en batterie tellement importantes, et des poules tellement travaillées que en fait, elles sont mal dehors, elles sont mieux à l'intérieur, et donc elles ont accès à l'extérieur, mais elles sortent jamais. Non, plutôt le plein air du paysan du coin qui fait ses quelques poules, ou éventuellement du label bio qui va un peu plus loin. Là, vous avez des rapports, en tout cas dans la production même de l'œuf, dans ses composants, qui sont extrêmement bons pour la santé, et vous pouvez manger 3 œufs par jour, il n'y a pas de souci, quoi. Et ça se retrouve aussi, j'ai eu du mal à y croire la première fois que je suis tombé sur cette étude, mais c'est une étude qui est quand même vraiment sérieuse, faite avec un échantillon hyper large, où on nous montre que, toutes choses égales par ailleurs, et c'est ça que j'avais du mal à croire, mais j'insiste, toutes choses égales par ailleurs, une alimentation uniquement bio permet de réduire énormément l'obésité par rapport à une même alimentation non bio. Et c'est pas un problème de catégorie socio-professionnelle, de classe sociale ou de sport ou de quoi que ce soit, c'est vraiment un problème de qualité intrinsèque des aliments. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans cette dualisation des modèles agricoles et alimentaires extrêmement forte, et que on se retrouve confronté, en tout cas les paysans se retrouvent confrontés à une saturation un peu des niches. Alors la niche du bio continue d'augmenter, mais en tout cas la niche des circuits courts, où on a clairement des paysans qui se retrouvent, mais même en bio, des gens qui militent contre les stratégies de conversion et d'augmentation du nombre de paysans bio, et en circuit court, des paysans qui ont transformé leur ferme, qui sont en circuit court, qui veulent surtout pas que le voisin fasse la même chose, parce qu'il va lui piquer les marchés, il va lui piquer la grande distribution ou autre. Bref,
de logiques de concurrence qui se mettent en place et des logiques de marché de niche qui se bloquent et d'impossibilité en tout cas de penser le développement de cette agriculture-là qui va chercher à apporter une alimentation de qualité aux citoyens par le modèle économique, par gagner des parts de marché constamment. Il y a un mur structurel à un moment donné. Ce mur structurel, Le Foll l'a très bien dit, qui était ministre de l'Agriculture, et qui dit, mais vous comprenez bien que l'agriculture industrielle est absolument indispensable si on veut continuer à nourrir les pauvres. Et donc, de l'autre côté, une agriculture qui est de plus en plus remise en cause dans sa capacité même à nourrir correctement et à maintenir la santé des personnes qui s'en sortent. Et donc ça, c'est une des premières raisons avec lesquelles on travaille pour dire, en fait, ouais, penser des politiques alimentaires, penser l'accès de tous à une alimentation de qualité, c'est indispensable si on veut transformer l'ensemble de l'agriculture. Si on veut faire en sorte que demain, on préserve l'environnement et on permette aux paysans de vivre, il faut aussi que tout le monde puisse avoir accès à ces produits-là, alors que ces produits-là, économiquement, les gens ne peuvent pas vraiment y avoir accès. Moi, du coup, cette notion de bouffe de mauvaise qualité, ça me parle vachement aussi, d'un point de vue personnel, parce qu'en fait, je suis extrêmement intolérant au glucose et au gluten et au lactose. On a compris, hein. Voilà. Ouais, on avait à peu près pigé l'idée, ouais. Vous êtes intolérant à l'eau? Non, pas encore. Et en fait, oui, bah, c'est principalement lié à la dégradation de la qualité des produits, mais c'est surtout hyper difficile, quoi, quand tu comprends pas ce qui t'arrive. Ça fait 7 à 8 ans, globalement, que je cherche et que j'essaye différents types de régimes alimentaires pour réussir à être à peu près bien dans mon corps, pas avoir les intestins complètement en vrac, pas avoir constamment la diarrhée, pas avoir du sang dans mes selles, avoir une peau qui soit pas pleine de psoriasis ou autre, parce que c'est pas très agréable, ça gratte sur la tête ou même sur les testicules. Et Bon, je crois que c'est 35 minutes. c'est pas facile. Enfin, c'est très pénible. Et puis qu'est-ce que ça fait d'autre? Je sais plus. Dans les oreilles aussi. Dans les oreilles, ouais, ou derrière les oreilles, enfin bref, ça gratte de partout. Et c'est extrêmement désagréable. Et certaines personnes vont quand même se permettre de dire que c'est une mode et que ça vaut rien, et que non, oui, se passer de gluten et se passer de lactose, c'est difficile. Et que bref, ça fait un moment que voilà, je suis pas cœliaque comme on dit, ou autre, je suis pas... Je peux en manger, mais je vais pas faire des crises horribles, mais c'est difficile. C'est difficile et du coup j'ai essayé, déjà j'ai mis vraiment du temps à comprendre ce que c'était, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois enlever, et après à voir comment je peux l'enlever plus ou moins pour ne pas m'exclure en fait, parce que in fine c'est hyper chiant quand tu es invité à droite à gauche de dire ah bah non, faut pas que je mange ça ou ça, et puis même soi-même c'est hyper dur parfois quand l'assiette est vide devant soi et qu'on dit qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, c'est pas facile, enfin pour un repas de toujours se passer de ces produits-là qui sont hyper courants, et on est sur une standardisation de l'utilisation de ces produits, et c'est pas facile. Heureusement, en ce moment je m'en sors à peu près avec la pratique du jeûne. Si je fais un jeûne d'une semaine, je mange rien, tout va bien. Non, mais en fait, je suis aussi hyper gourmand, quoi. J'adore les pâtisseries, genre des trucs. Je racontais que j'ai fait un rêve ce matin qu'on m'offrait pour
pour mes 30 ans un coffret de pâtisserie de 2 mètres sur 2. Mais quand on doit se passer de crème, en tout cas pas trop en manger, de crème et de gluten, c'est un peu dur. Et bref, ça donne envie de craquer tout le temps. Et ouais, non, avec la pratique du jeûne de temps en temps, en ce moment c'est le seul truc qui fait que j'arrive à en sortir. J'ai essayé d'autres régimes alimentaires, mais ça marche pas trop. Et bref, voilà, c'est l'alimentation. et ouais, et tout ça, c'est... En fait, il y a des milliers de régimes différents et de règles à apprendre, et on va pas en faire le tour. Mais par contre, ça me fait penser vachement ce que j'aime là-dedans et ce que j'aime à découvrir et à chercher. Je n'ai pas trop le choix parce que, en tout cas, j'ai envie aussi de vivre bien et de ne pas avoir à m'exclure complètement, et donc de trouver comment je peux supporter avec des aléas à côté. Mais tout ce travail de recherche, ça me fait penser aussi parfois à quand je me suis mis à courir de façon minimaliste, pieds nus, parce que c'est un truc hyper technique. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. La plupart des gens courent en achetant des chaussures, déjà, et ils courent sur les talons. Et la plupart des gens marchent aussi sur les talons. Et la marche, ça peut passer, mais c'est globalement assez déconseillé. Et il y a des gens qui pensent que vraiment, il y a beaucoup de problèmes de maux de dos qui sont liés à ça, au fait de marcher sur les talons. Pour la course, c'est vraiment pas possible. Si vous courez sur les talons, ça fait très très mal. C'est rendu possible depuis que Nike a sorti en 1970 des baskets avec des talons compensés. Et à partir de là, on a pu se mettre à courir sur les talons, et là, il y a eu une popularisation énorme de la course à pied, parce que n'importe qui qui était un peu sportif pouvait aller courir pendant 1 heure. Alors qu'avant ça, la course à pied, c'était quelque chose de très... de réservé aux personnes qui réellement le pratiquaient. Pourquoi ? Parce que quand vous courez sans talons amortis, quand vous courez comme finalement l'homme a couru pendant des millions d'années, vous courez sur la pointe des pieds en fait. Vous courez en posant d'abord le petit auriculaire de pied, puis vous descendez jusqu'au pouce, puis vous allez poser le talon et vous rebondissez dessus et vous repartez. Et du coup, ça fait une course. Je le fais en marchant, qui fait comme ça. Et qui est extrêmement douce. Et l'amorti du talon que Nike a proposé en 1970, en fait, c'est le mollet qui le fait. Et si vous mettez à courir comme ça, surtout, la première fois, vous ne faites pas plus de 10 minutes. Ça m'est arrivé, malgré le fait qu'on m'ait mis un peu en garde, 1 semaine après, j'avais des bleus qui apparaissaient dans les mollets. Ça fait vraiment, vraiment très mal. Et puis, il y a un autre truc qui est hyper important. Bon, non seulement il faut courir sur la pointe des pieds, mais après, il faut faire des petits pas vers l'avant et des grands pas vers l'arrière. C'est clair pour tout le monde. Oui, mais vers l'arrière, au moins. Et c'est pareil pour la marche aussi, c'est recommandé, c'est qu'il faut globalement, en fait, si on tend sa jambe et qu'on avance, on va mettre sa jambe en opposition complètement à son corps. Et du coup, la force qui va arriver dans la hanche et dans le dos, elle est violente en fait, parce qu'on met la jambe en opposition. Et donc, à l'inverse, il faut quasiment poser son pied en dessous de son corps. Et donc, en fait, on va tendre la jambe, mais venir griffer le sol avec la pointe du pied pour qu'on plie le genou, et qu'en fait, au moment où ça pose, on ait déjà le poids du corps qui soit presque devant. C'est ce que j'appelle ce qui s'appelle des petits pas vers l'avant. C'est-à-dire que la distance entre son pied et là où on est, elle est très très faible. En fait, on marche presque en dessous de nous. Et par contre, derrière, on peut pousser loin. C'est pas grave. Et du coup, ça implique de changer quand même vraiment sa façon de marcher. Et c'est hyper dur. Ça prend vachement de temps de marcher et de courir. Ouais, mais il y a le regard des autres, mais en fait, on se rend compte, du coup, je regarde beaucoup les gens courir ou marcher dans la rue,
Et il y a des gens qui marchent comme ça. Est-ce qu'ils l'ont travaillé ou est-ce que c'est naturel? Et en fait, naturellement, les enfants marchent comme ça. Et naturellement, ça fait des années qu'on casse les gens qui courent pieds nus, à leur dire mais arrête de courir pieds nus, arrête de courir sur la pointe des pieds, pose le talon, déroule ton pied comme ça. Ça fera marcher les marchands de chaussures. Parce que si vous courez comme ça, vous êtes obligé de changer de chaussures tous les ans, même en marchant. Alors que si vous avez une marche beaucoup plus naturelle, le talon ne sert pas en fait au déplacement, il sert que à la stabilité quoi, quand on est debout. Mais que si vous avez une marche plus naturelle, vous pouvez complètement vous émanciper de ce type de travaux, d'instruments, pas très utiles. Revenons à l'alimentation et à la dualisation des modèles agricoles et alimentaires. Un des gros soucis aujourd'hui du modèle agricole industriel, c'est qu'il nourrit de force, clairement, à peu près 15 millions de personnes en France. Il y a entre 4 à 5 millions de personnes en France qui bénéficient de l'aide alimentaire. Et il y a une dizaine de millions de personnes en France aujourd'hui qui disent être complètement dépendantes de son budget alimentaire, en tout cas d'acheter des produits de premier prix, de basse qualité. Et ce mécanisme-là, je parlais surtout des 4 à 5 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sinueux, où en fait, on a Comment je suis perdu. Il faut que j'accélère et j'y arrive pas. Ouais. En fait, le don alimentaire en France, aujourd'hui, est régi par Sophie Protéol, qui est à plus de 90%, qui est le principal groupe, c'était le groupe de Xavier Belin, l'ex-président de la FNSEA, qui est le principal groupe de production industrielle, en tout cas en France, et qui, en fait, cherche, via le don alimentaire, à écouler les surplus de la production industrielle. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce qu'on appelle le don alimentaire, c'est que c'est un des piliers du soutien à l'agriculture industrielle aujourd'hui. De faire bouffer de la merde à des pauvres qui n'ont pas voulu et qui n'ont pas le choix de ce qu'ils mangent, c'est une façon pour l'agriculture industrielle d'assurer un débouché pour ses surplus, parce que pour produire assez, il faut produire trop, dans le système capitaliste, en tout cas essayer de maximiser ses marges, et quand il y a du trop, il faut trouver un débouché, et que ce débouché-là, sous couvert de bonne volonté, et de bien-pensance, et de pitié, et de plein de bons sentiments, c'est en fait un des piliers de la rentabilité du système industriel face à tout autre système de production. Et qu'il est, il me semble, hyper important de dénoncer aujourd'hui le fonctionnement de l'aide alimentaire tel qu'elle s'institutionnalise en France et même en Europe. Ça, on va passer. C'est quoi? C'était quoi? C'était simplement de dire que moi aussi, que en fait, les personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire, elles sont leur première revendication, c'est de pouvoir choisir leur alimentation. Et leur deuxième, après ça peut changer le 1 et le 2, c'est d'avoir du lien social. Et que, comme je l'ai dit rapidement avec l'exemple des Grecs et autres, faire société et manger ensemble, c'est hyper important. Reléguer toutes les personnes qui n'ont pas l'accès économique à l'alimentation à manger entre elles dans un coin de débarras où on leur fournit de la merde dont personne ne veut, c'est pas très humanisant. Et d'un point de vue unité, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir choisir vraiment leur alimentation. Et un autre truc aussi sur cette bonne volonté du système de dons, c'est la notion de lutte contre le gaspillage, quoi. J'ai beaucoup aimé cet article du Gorafi qui s'intitule
les gens qui meurent de faim remercient le petit Pierre disant d'avoir fini sa soupe. Tout à l'heure, j'ai fini mon assiette. Mais concrètement, on s'en fout, quoi. Concrètement, on s'en fout. Et s'il y a un problème... La poubelle, elle aura pas mal au ventre, hein. Ça c'est sûr. Manger trop, c'est pas non plus bon pour la santé. En tout cas, ça sert à rien de se mettre mal parce qu'il faudrait finir son assiette. Et s'il y a un problème de gaspillage, c'est à 99% un problème de surproduction alimentaire aujourd'hui. On produit pour 12 milliards d'habitants. On est 7 milliards sur Terre et il y a 1 milliard qui a un problème de sous-nutrition ou de malnutrition. Donc on est sur un problème d'ordre politique, on est sur un problème économique d'accès au marché de l'alimentation. On n'est pas du tout sur un problème ni agronomique, ni de gaspillage du petit Pierre qui n'aurait pas fini sa soupe. Et donc du coup, arriver à cette nécessité, à un moment donné, de parler de démocratie alimentaire pour sauver l'agriculture, et puis pour faire société, pour vivre ensemble, pour travailler la notion de souveraineté alimentaire, avec ce mot de souveraineté qui peut cacher différentes choses. Ça peut être un État qui est souverain, mais pas le peuple derrière, et de travailler la démocratie alimentaire, de travailler ensemble, qu'est-ce qu'on veut manger, comment, et de pouvoir l'élaborer, le définir, et d'imposer à l'agriculture, en tout cas de voir avec elle, comment on peut produire cela pour le faire ensemble. Et que c'est avec, il me semble, aujourd'hui, l'engagement des citoyens dans une volonté de transformer l'agriculture et l'alimentation, qu'on arrivera à sortir de l'agriculture industrielle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mon point de vue, les paysans n'y arriveront pas tout seuls, même s'ils gagnent les élections professionnelles. C'est pas parce que demain, il y a 80% des paysans qui votent pour la Confédération paysanne, que les 20% de la FNSEA qui restent, qui eux, maîtriseront quand même 80% des terres et l'agriculture industrielle, y arriveront. Pour faire une analogie, c'est pas parce que dans une entreprise, il y a 100 personnes qui sont à la CGT et 3 qui sont au MEDEF, que c'est la CGT qui gagne, quoi. Voilà, c'est un peu ça le monde agricole. Et on a besoin d'un véritable engagement. Un des trucs, il y a dans l'évolution de l'espèce humaine, de pourquoi on court, on s'y est mis quand on s'est mis debout, quoi. Et en fait, globalement, la communauté scientifique est d'accord pour dire que le développement de notre cerveau est lié à un apport extrêmement important de nourriture à un moment donné, premièrement, et deuxièmement, notamment un apport de protéines. Et une des hypothèses que je vous présente ce soir, je sais que c'est une des hypothèses, c'est que on sait que cette pratique-là existait. Après, quel poids elle a eu dans l'histoire de l'évolution, c'est là où c'est une hypothèse, mais que l'homme, en fait, est fait pour courir longtemps. Il ne court pas vite par rapport à beaucoup d'autres félins, mais par contre, il peut courir longtemps. Il a un très bon mécanisme de sudation et il est extrêmement endurant. Et qu'en fait, il a pratiqué la chasse en courant derrière les animaux, derrière des antilopes, en les épuisant. C'est-à-dire que l'antilope, elle va sprinter à 50 km/h, elle va s'arrêter et elle va chercher à évacuer la chaleur. Et l'homme court derrière elle, et ça va durer parfois 10 heures, 12 heures, une journée ou plus. Parce qu'à un moment donné, il arrive vers l'antilope qui est tout essoufflé, et puis il a juste à lui couper la gorge et à la prendre. Et qu'en fait, le passage debout et le fait de courir pendant longtemps a été, en tout cas de façon certaine, un mécanisme très fort pour pouvoir s'alimenter et pour pouvoir avoir accès à cette source de nourriture abondante, et que, en tout cas, la course, elle fait vraiment partie, à un moment donné, de notre vie et de notre façon de s'alimenter. Et pour finir, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... 4 minutes, ça va. L'idée qu'on défend aujourd'hui avec les copains pour dépasser tout ça, et pour penser une autre façon de produire de l'agriculture et de s'alimenter, c'est la notion de sécurité sociale alimentaire. C'est de dire de façon très simple, et on pourra débattre des détails, et on peut en débattre pendant très longtemps, demain tout le monde a 150 € de crédité sur sa carte vitale, et avec ça,
vous avez accès à une alimentation de qualité avec des critères qu'on peut choisir démocratiquement, et on choisit quels sont les paysans, quelles sont les entreprises de transformation, éventuellement même les restaurateurs auxquels on accorde ces critères-là, qui les respectent, et auxquels on a accès, et de dire que en fait, ça fait partie aujourd'hui des droits fondamentaux, le droit à l'alimentation, sauf qu'aujourd'hui, la façon dont il est mis en place en France, c'est un droit à une becqueté assez dégueulasse, et globalement qui nous emmène vers un apartheid social extrêmement fort. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais là où, à partir des années 60, les modèles alimentaires en France, entre les classes, ont vraiment convergé. Depuis les années 2000, divergent énormément, et on a, suite à cela aussi, les maladies qui vont avec. Et donc cette notion de sécurité sociale alimentaire qui me paraît être porteuse de sens pour penser à la fois lutter contre l'appauvrissement des paysans, en garantissant un pouvoir d'achat aux consommateurs des denrées alimentaires. Parce que si on regarde la courbe de l'évolution de la part du budget alimentaire dans les ménages, depuis les années 60, ça fait une diminution énorme. Et en contrepartie, on a surtout, d'ailleurs, mais d'autres choses aussi, le logement qui augmente, et l'alimentation qui perd complètement, en tout cas la part du budget alimentaire qui perd pied, et face à cela, des paysans qui vivent de moins en moins, avec en plus une perte de ce qui leur revient dans le budget alimentaire par rapport à l'industrie agroalimentaire. C'est encore autre chose. Mais pour moi, donner aujourd'hui à tout le monde la possibilité d'avoir accès à l'alimentation de qualité, c'est développer, c'est proposer quelque chose qui permet de dépasser le frein auquel se confrontent les AMAP aujourd'hui, se confrontent les magasins de producteurs, se confrontent les paysans qui veulent vendre, qui veulent produire et distribuer une alimentation de qualité, qui sont confrontés à la barrière économique de toute une partie de la population qui n'y a absolument pas accès. Et c'est permettre aux personnes qui sont impliquées dans ces mouvements-là, pas de juste manger entre elles, entre personnes qui ont le même niveau économique, mais avec l'ensemble de la société qui y aura accès. Et c'est avancer vers la démocratie alimentaire, c'est permettre à chacun déjà de choisir son alimentation et de réellement pouvoir être citoyen et être considéré comme un copain, quoi, celui avec qui on partage le pain, et d'avancer ensemble. Bon,